iranien est fermé. Ils ont été rapatriés par la route jusqu'en Turquie. Donc il y a déjà Les services administratifs du tribunal départemental. Ce matin, un agent d'une quarantaine d'années explique à un usager venu retirer un acte administratif que le service est à l'arrêt. Non, agence mooy paralysé, délivrance nationalité, délivrance Devant le portail du tribunal, la désolation est visible sur les visages de nombreux citoyens venus solliciter divers services. Parmi eux, un homme ayant requis l'anonymat. Il exprime son amertume face à cette situation. Je suis vraiment dans l'embarras. C'est mon extrait de naissance qui a des difficultés. Je suis venu pour corriger cela, mais vous voyez que le service est paralysé et ça me cause beaucoup de problèmes. Même déception du côté de Moussa, venu pour déposer un dossier relatif à une pièce d'état civil. Il confie avoir été informé de l'impossibilité de traiter sa demande en raison du mouvement de grève. Je suis venu m'occuper de mon certificat de mariage, mais on m'a signifié qu'ils sont en grève. Figurez-vous que nous avons payé le transport et on vient de très loin. Venir et jusqu'ici pour qu'on nous dise qu'ils sont en grève. C'est vraiment déplorable. Un autre usager ne cache pas son irritation face à la répétition des mouvements de grève dans le secteur. Ça perturbe tout le monde parce que c'est pas la première fois. Le vendredi passé, je suis venu, ils m'ont dit qu'ils sont en grève. Donc je me déplace depuis Mandina Mancagne. Jusqu'ici, ils sont en grève. Donc c'était pour le dossier nationalité de mon fils qui est à Dakar. Chaque fois qu'ils viennent, ils sont en grève. Ça perturbe. Tu laisses tout, tu viens, ils sont en grève. Pour que l'État vraiment essayer de voir comment résoudre ce problème. Un appel partagé par Jacqueline Gomis, venue déposer un document administratif au nom de son enfant. Maintenant, il est temps qu'ils s'entendent pour mettre fin au calvaire des populations. Surtout. La grève paralyse les services judiciaires à Ziguinchor. Les usagers appellent à la responsabilité des parties prenantes pour une résolution urgente du malentendu. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Dans le monde du travail, toujours, les médecins en spécialisation tiennent une assemblée générale ce matin. Ils discutent de la suite à donner à leur plan d'action après une série de grèves successives. La semaine dernière, leur collectif a été reçu par le président de l'Assemblée nationale pour échanger sur leurs principales revendications. Et nous nous rendons à présent à Keur Massar à midi 7 minutes à Keur Massar où une nouvelle association a vu le jour pour défendre les intérêts des populations. Une association qui tire la sonnette d'alarme. L'association pour la défense des intérêts de Keur Massar accuse le maire de Keur Massar Nord, Adama Sarr, d'avoir vendu et illégalement des espaces publics à des particuliers. Ses membres dénoncent une gestion foncière opaque et appellent à utiliser ces terrains pour des infrastructures d'utilité publique. Là-dessus, Mohamed Diouf, le président de l'association, au micro de Aminata Ba. Force est de constater que Keur Massar est confronté à un grand problème du foncier. Le lotissement du 3 juillet 2008, notamment appelé lotissement 08, dans un premier temps a été érigé en tout cas à un lotissement qui répondait en tout cas aux différentes préoccupations. Centre de socio-culturel qui a été érigé, un terrain de foot, une réserve également qui a été érigée. Malheureusement, il a été constaté un détournement d'objectifs. C'est la raison pour laquelle nous dénonçons avec la plus grande énergie l'attribution illégale de parcelles situées sur cette zone réservées aux équipements publics à des particuliers. Acte qui serait en tout cas posé par l'équipe municipale et ces pratiques inacceptables menacent l'équilibre de notre cadre de vie et constituent une violation manifeste des principes de bonne gouvernance, de transparence et d'intérêt général, compromettant ainsi l'avenir des jeunes générations que nous sommes. Notre association dispose en tout cas de toutes les documentations requises pour pouvoir mener son combat à bien. L'association demande à l'équipe municipale, avec à sa tête M. Adama Sarr, M. le maire, de revenir en tout cas sur certaines décisions qui ont été prises lors de réaffectation en tout cas de ce lot particulièrement du 08. L'organisation de pêcheurs Félé National hausse le ton, très remonté contre les directeurs des pêches. L'organisation dénonce ses propos dans la presse. Ismaïla Ndiaye aurait tenté d'intimider les pêcheurs en suggérant à l'État de faire appel à l'armée pour faire respecter l'interdiction du monofilament, une méthode de pêche controversée. Réunis à Hambourg hier, ces membres venus de toutes les régions ont tenu à interpeller l'État pour que, disent-ils, ces dérives cessent. Ils dénoncent ce qu'ils considèrent comme une stigmatisation des pêcheurs et annonce une tournée nationale pour sensibiliser leurs pairs et faire face à toute tentative de diabolisation du monofilament. Fama Sarr,
membre de Félé National au micro de Ndeye Mati Dieng. Nous savons qu'aujourd'hui, nos gouvernants qui doivent se charger de nos sécurités parlent aujourd'hui en interpellant les armées face à leur population. Ce que nous déplorons. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de concertation, nous savons que c'est bien possible. Mais dans cette concertation, il faut d'abord écouter les acteurs de la pêche. Je parle vraiment aux pratiquants. Parce qu'au niveau des ministères, nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent dans ce secteur et qu'ils ne le maîtrisent pas. Nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est les interpeller, de leur dire qu'il est maintenant grand temps qu'ils se taisent par rapport à ces problématiques. Parce que quand il s'agit de défendre, ou bien quand il s'agit de discuter avec nos gouvernants, nous sommes bien capables. Nous sommes bien capables parce que nous connaissons le secteur, nous connaissons les problèmes qui gangrènent dans ce secteur. Quand on parle de monofilament, vraiment on interpelle encore nos autorités pour leur dire que le monofilament n'est pas là pour détruire nos océans. Pourquoi toujours parler du monofilament alors que c'est un secteur d'activité qui nourrit vraiment de braves pêcheurs? Et quand on parle de pêche artisanale, le monofilament constitue un maillon très fort par rapport à cette activité. Le ministre Dr Fatou Diouf, que nous interpellons encore une fois, qui a mis en place un fonds, c'est-à-dire un budget, qui sera chargé de l'interdiction totale du monofilament, qui parle de vraiment mettre en œuvre un autre type de pêche, c'est-à-dire qui va détruire intégralement le code de la pêche. Et nous savons qu'il y a d'autres priorités. Ce fonds pouvait bien servir quand on parle aujourd'hui de changement climatique et qu'on voit sur tout le littoral qu'il y a des destructions des maisons. Ce fonds pouvait servir à ces populations. On parle de l'embouchure de Saint-Louis, qui fait aujourd'hui presque plus de 600 morts. Pourquoi pas ne pas mettre ce fonds en œuvre pour appuyer ces pêcheurs qui passent là-bas? À Kaolack, l'alerte est lancée sur la situation des élèves déficients visuels. L'Association nationale des gouvernements scolaires inclusifs du Sénégal dénonce des conditions d'apprentissage encore précaires, manque de transport, d'hébergement et de matériel adapté. Son président interpelle les autorités et sensibilise les parents en marge du FOSCO organisé à l'école inclusive de Ndangan 3. Demandiaï au micro de Fatumbo. Quand on parle d'inclusion, donc on parle de tout, je peux dire. Parce que l'inclusion, l'éducation inclusive, nous devons la vivre, la ressentir et la défendre. Donc nous lançons un message aux autorités de mieux nous aider, de nous accompagner, parce que l'éducation inclusive mérite un accompagnement. Parce que c'est très dur et c'est très compliqué, parce que nous sommes différents avec l'Institut national. Les difficultés sont nombreuses du moins, parce que le problème du transport, c'est un problème de l'inclusion. En même temps aussi, les familles d'accueil qui prennent les élèves, ça aussi c'est un problème parce que parfois un élève peut étudier et il n'a pas d'hébergement. Là aussi c'est très compliqué. Nous lançons un message solennel l'État du Sénégal de nous aider à avoir des bus de ramassage. Je lance un message aux parents d'élèves de faire tout leur possible, d'amener leurs enfants déficients visuels ou quel que soit le type d'handicap, d'aller à l'école ou d'aller aux écoles inclusives les plus proches pour pouvoir étudier parce que l'éducation inclusive, tout le monde est inclus. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. En politique, le député Guy Marius Sagna a saisi le président de l'Assemblée nationale pour dénoncer certaines pratiques qu'il juge budgétivores et non conformes à la rationalisation des dépenses de l'État. Les proches de El Malick Ndiaye partagent une liste de réformes entreprises par le président de l'hémicycle. Boubacar Dieng, parmi les réformes figure la suppression du Soukerou Koor, entre autres. Certaines seraient effectives, d'autres en cours. Ces réformes concernent cette pratique qui était qualifiée de budgétivore et non conforme à la transparence budgétaire. Parmi elles, la suppression des 150 000 francs CFA de crédit téléphonique, la suppression des 100 000 francs CFA de primes plénières, ainsi que les appuis Korité et Tabaski qui étaient respectivement de 300 et 500 000 francs CFA. Le Soukerou Koor que Guy Marius Sagna, le député de PASTEF, a fini de dénoncer dans sa lettre adressée au président de l'Assemblée nationale seraient également supprimés. Les frais d'émission divisés en deux et le quota pour les pèlerins à la Mecque revu à la baisse. Ces quotas passent de 70 à 30. D'autres réformes sont également annoncées. Elles sont au nombre de 17. Parmi elles, la réforme du règlement administratif et du statut du personnel, la création d'un organe interne de passation des marchés, la promotion de la diplomatie parlementaire ainsi que la réforme du règlement financier.
Boubacar Dieng, ce 23 juin marque les 14 ans d'une date gravée dans l'histoire démocratique du Sénégal. Le 23 juin 2011, des milliers de citoyens s'étaient mobilisés contre le projet de loi sur le ticket présidentiel et le quart bloquant porté par le président Abdoulaye Wade. Une mobilisation populaire massive avait contraint le pouvoir à faire marche arrière. 14 ans après, l'esprit du 23 juin reste vivant selon le mouvement Y en a marre, l'une des figures phares de cette lutte. Mais ce dernier dénonce également les atteintes persistantes aux libertés dans le pays. Le vice-coordinateur du mouvement Y en a marre, Abdou Khavor Kandi, au téléphone avec El Hadj Ndiogou. Nous constatons que l'esprit du M23 a traversé ces différentes plateformes. Nous rencontrons là-bas des gens qui sont animés par le respect de l'état de droit, de conserver ou de préserver les acquis démocratiques, qui sont préoccupés par la démocratie et les libertés de façon générale. Malheureusement, les politiques nous font reculer souvent dans nos luttes et nous font aussi douter de nos acquis démocratiques. Mais c'est ça aussi la démocratie. La démocratie, ce n'est pas vraiment un acquis définitif. Donc il y a souvent des moments où ces acquis sont ébranlés. Il faut se remettre encore sur le pied pour essayer de les reconquérir et aussi de les conserver. Donc oui, actuellement, il y a beaucoup de choses que nous avions combattues en 2011 et quand Macky Sall était là et qui commencent à se montrer, notamment sur les libertés, les personnes qui sont arrêtées, le fameux article 254 qui est actuellement utilisé de façon abusive. Donc oui, effectivement, nous traversons ces moments-là, mais c'est très normal dans la vie d'une république que de temps en temps, ces acquis démocratiques soient mis en jeu parce que souvent aussi, il y a les politiques qui ont souvent certes beaucoup d'autres agendas, qui ont d'autres préoccupations, qui changent quand ils arrivent au pouvoir. Donc c'est ça, c'est une réalité aussi. Retour sur le 67e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenu hier au Nigeria, sommet au cours duquel la présidence tournante de l'organisation a été confiée à Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone, un coup diplomatique dans le ciel ouest-africain. C'est parce que Bassirou Diomaye Faye était pressenti à ce poste. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer ce dernier rêve diplomatique du Sénégal? Mohamed Ali Mouba. Bassirou Diomaye Faye avait le profil de l'emploi, jeune et élu démocratiquement. Mais selon Ibrahima Bahoum, cela n'a pas visiblement pesé sur la balance. Les jugements sont autres, les gens se comportent autrement et c'est exactement ça. S'il y a des affinités qui se sont déjà tissées depuis longtemps. Deuxièmement, vous parlez de la CEDEAO. Dans la CEDEAO, vous savez la crise qu'il y a entre ce groupe de AES et les autres. Bon, si le Sénégal est supposé être un peu trop proche par exemple de ce qu'on appelle les gens de l'AES, ça peut être également une raison pour ne pas voter pour le candidat du Sénégal. Il y a plein de choses. Plus maintenant, le débat que nous croyons être un débat sénégalo-sénégalais, les critiques qu'il y a sur les acteurs politiques, etc., ça peut également donner une impression que les Sénégalais eux-mêmes, il y en a qui ne font pas confiance à leur président. Pourquoi on lui ferait confiance pour diriger une organisation africaine? Selon plusieurs sources diplomatiques, le nom de Bassirou Diomaye Faye circulait depuis quelque temps dans les couloirs de l'institution. Comment expliquer donc ce coup de théâtre diplomatique de la dernière minute? Donc en termes de diplomatie, le Sénégal nouveau, je dis bien le Sénégal nouveau, ne s'est pas encore installé. Le Sénégal ancien était là depuis longtemps. Quand Diouf devenait président de l'OUA, à l'époque OUA, devenu Union africaine, évidemment, il était encore jeune président, nouvellement arrivé. Mais c'est parce qu'il y avait quelque chose qui précédait. Il avait été premier ministre, il avait été etc. Il était déjà connu, l'expérience était là. Coup dur donc pour Bassirou Diomaye Faye, il ne dirigera pas la CEDEAO. C'est le Sierra Leone Maada Bio qui prend la relève, brisant ainsi la logique de présidence tournante entre francophones, lusophones et anglophones. Diomaye, fragilisé par des difficultés économiques internes et une diplomatie encore en rodage, n'a pas su convaincre selon un diplomate qui a requis l'anonymat. C'est parce qu'il arrive au président de la CEDEAO, selon certaines sources, de financer de sa poche les réunions de commission. Le contexte régional n'a pas aidé non plus. La crise avec les pays de l'AES, partie de l'organisation, exige un leadership expérimenté. Or, Diomaye n'était pas perçu comme le meilleur profil pour cette séquence. Le choix de Bio marque apparemment une préférence pour la continuité. RFM. L'actualité internationale.
La page internationale, Seydou Nourouba. Bonjour Seydou. Bonjour Jadis Diop. Alors nous démarrons par la guerre Iran-Israël. La prison d'Evin à Téhéran touchée par des frappes israéliennes. Ce lundi, de nombreux opposants politiques sont enfermés dans ce centre ou dans cette prison. Les échanges de frappes se sont intensifiés ce lundi donc entre l'Iran et Israël. L'armée israélienne qui mène des attaques d'une intensité sans précédent dans ce centre de Téhéran. C'est ce qu'a dit le ministre israélien de la Défense. Des explosions ont été rapportées à Jérusalem. Les services de secours israéliens n'ont pas fait état de blessés. Et puis une fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran serait extrêmement dangereuse, mise en garde de la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. Elle a rappelé que l'Union européenne appelait à une solution diplomatique et à la désescalade. Réunis à Bruxelles, les ministres européens des Affaires étrangères se concentrent actuellement sur une solution diplomatique après les frappes américaines contre les sites nucléaires iraniens. Les craintes de représailles et d'escalade de la guerre sont toujours énormes, Georges. En Côte d'Ivoire, des morts et des blessés après le meeting du président Alassane Ouattara. Une voiture de militants a percuté un camion hier sur l'autoroute du Nord. Le bilan provisoire fait état de 2 morts sur le coup de plusieurs blessés graves, certains dans un état critique. Des images choquantes circulent déjà sur les réseaux sociaux montrant des militants ensanglantés, des vêtements déchirés et des crises de détresse. Il y a eu aussi de la bousculade au stade qui a occasionné des blessés graves. Et puis à Abidjan, elle s'appelle Damana Adjapikas, vice-président du conseil stratégique du PPACI, de Laurent Gbagbo. Il a tenu une conférence de presse hier à Abidjan après le congrès du RHDP tenu les 21 et 22 juin 2025. Alassane Ouattara, qui a été désigné à l'unanimité candidat de son parti à la présidentielle d'octobre prochain, a demandé un temps de réflexion avant de se prononcer. Le PPACI, donc, qui considère cette déclaration comme un aveu de candidature, se dresse et met en garde. Retour sur cette conférence de presse avec Gobi Ayabi. Nous ferons barrage à un 4e mandat. C'est la déclaration faite par Damana Pikas, vice-président du conseil stratégique du PPACI, en réponse à Alassane Ouattara, qui se prononcera les jours à venir sur sa candidature au présidentiel. Il avait droit à 2 mandats. Il a fait ses 2 mandats. Donc, il n'a même pas à réfléchir. Il aurait pu répondre clairement et honnêtement devant ses militants en leur disant qu'il est dans l'impossibilité, au regard de la constitution ivoirienne qui est la norme fondamentale, de répondre favorablement à leur appel. Et qu'il considérait ce rassemblement comme un au revoir pour la présence qu'il a eue à la tête de l'État. C'est ce à quoi nous nous attendions. Il est dans une tentative de vouloir tordre le cou encore à la Constitution pour faire un 4e mandat. Nous disons non. Ce 4e mandat ne peut pas avoir lieu. Et ce 4e mandat n'aura pas lieu. Parce que la Constitution lui interdit un 4e mandat. La Constitution lui interdisait déjà un 3e mandat. Il ne peut donc pas faire un 4e mandat. Nous ferons barrage à ce 4e mandat par les moyens légaux et constitutionnels qui s'offrent à nous. Le PPACI a par ailleurs annoncé qu'il prendra part ce 23 juin à la phase de formation des délégués des partis politiques sur les parrainages organisés par la Commission électorale indépendante pour, dit-il, participer à toutes les étapes du processus électoral. Pour rappel, le 20 juin dernier, la CAP Côte d'Ivoire de Simone Gbagbo a recusé la CEI, la considérant comme une caisse de résonance du pouvoir RHDP. En Ouganda, Georges, l'opposant Kizza Besigye, est détenu dans des conditions malsaines et humiliantes. C'est ce qu'a affirmé son épouse, Noudia Wambaye. D'après son épouse Winnie Bianima, actuelle directrice exécutive de NUSIDA, l'agence onusienne de lutte contre le sida, ses droits en tant qu'être humain ne sont pas respectés. Je cite, « Dans la cellule qu'elle qualifie de minuscule, il y a un petit trou vers le toit qui est censé apporter un peu de lumière et d'air. Il est juste autorisé à se rendre dans une petite cour qui fait environ 5 mètres sur 5. Les conditions sont insalubres et il est attaqué par des punaises de lit qui le piquent jour et nuit. »
Elle poursuit, je cite, « J'insiste sur le fait qu'il est suivi de près, qu'il contrôle toutes ses communications comme dans un espace limité. Ce type d'enfermement est une torture psychologique. Il n'est pas autorisé à interagir avec d'autres prisonniers, hormis les 15 qui sont soupçonnés de terrorisme. Bien qu'il ait droit à une libération sous caution, qui est d'ailleurs refusée, il est maintenu dans ces conditions malsaines et humiliantes, déplore l'épouse de Kizza Besigye. Pour rappel, Kizza Besigye a été arrêté en novembre dernier lors d'un déplacement au Kenya, puis est réapparu quelques jours plus tard en Ouganda où il est poursuivi pour trahison, un crime passible de la peine de mort. L'Afrique, Seydou Nourouba, fortement touchée par les effets des changements climatiques. D'ailleurs, à l'origine des inondations et d'autres impacts socio-économiques, une situation aggravée par la non-maîtrise des informations climatiques. Le sujet au menu d'un forum qui s'est ouvert ce lundi à Windhoek, en Namibie. Notre envoyé spécial s'appelle Youssouf Bodian. Selon une étude de la FAO, plus de 90% de l'agriculture en Afrique est pluviale, d'où la nécessité d'avoir de bonnes informations climatiques afin d'orienter les agriculteurs et les décideurs. Dieudonné Sidi Safaka est le coordinateur du programme CLIMSA. Si je vous amène l'information sur le début des saisons, saison des pluies évidemment, et que l'agronome ou l'agriculteur prend cette information et plante à la date indiquée. Ceci va déjà lui amener à exploiter convenablement les ressources climatiques. Dans les ressources climatiques, nous avons les précipitations, nous avons la température, nous avons le vent, parce que les trois là influencent la croissance de culture. Avoir une information précise et prendre une action aussi adéquate vous amène à augmenter la productivité. Sur le continent, ce programme est financé par l'Union européenne et exécuté par l'Union africaine. Jolie Wassambo est son coordinateur. The two programs aim to strengthen Africa's ability to adapt to climate change. Ces programmes aident l'Afrique à faire face aux impacts des changements climatiques, mais aussi à lutter contre la pauvreté. Il va permettre à des générations de faire face aux effets des changements climatiques. Early warning and climate information services in direct response. Améliorer les informations climatiques, c'est une réponse de l'Afrique pour sa résilience aux effets des changements climatiques. To the continent's efforts on resilience. Pendant 4 jours, les différents experts vont faire des propositions afin de renforcer les services météorologiques et climatiques en Afrique. Youssouf Bodian à Windhoek, en Namibie, pour la RFM. Merci à Youssouf Bodian. Georges, c'est la fin de cette page internationale. Merci Seydou Nourouba. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Avec cher Omar Sy, ancien député à l'Assemblée nationale, et Malao Kanté, analyste politique, nous allons parler de l'Assemblée nationale, les ruptures attendues à la lumière de la polémique autour des avantages dont bénéficient les députés. RFM Sport. Bienvenue Malal Junior Diagne. Merci Georges Déthié. Lutte avec frappe, Sa Thiès signe son retour dans le cercle des VIP. Après avoir été battu par Eumeu Sène, il a signé son retour parmi les vainqueurs de la plus belle des façons en battant Zarco sans aucune contestation. Avec cette victoire, il s'ouvre ainsi les portes d'un probable combat royal face à Modou. Malik Chandoum, qui était à l'Arène nationale hier, a analysé la prestation de Sa Thiès. Bon, on a assisté à un combat éclair, un combat durant lequel il y a eu un très bref round d'observation. Sa Thiès a déclenché les hostilités, a enchaîné et a imposé sa puissance physique et athlétique et sa technique à Zarco. En une après-midi, il l'a battu 2 fois. Parce que sur la première action, je pense très honnêtement qu'il y avait chute, qu'il y avait 4 appuis. Mais Sa Thiès n'a pas lâché prise, il a continué, il a enchaîné, il a imposé et il a gagné. Maintenant, il va où? Mais le combat Modou-Lo-Sa Thiès s'impose. Plus rien ne s'oppose à ce combat parce que Zarco fait partie effectivement des lieutenants de Modou-Lo. Et Sa Thiès l'a battu de fort belle manière. Est-ce que le va accepter cela? C'est un combat dicté par la marche de l'arène, imposé par la volonté des amateurs. On attend le promoteur qui va l'organiser. Basketball à présent, Malal, l'ASC Ville de Dakar sur tous les tableaux. L'équipe de la municipalité affiche la belle forme en cette fin de saison, tant chez les hommes que chez les dames. Sodejam.
Soda Cham que nous allons retrouver dans une poignée de secondes. L'ASC Ville de Dakar encore sur tous les tableaux de finale, que ce soit chez les hommes que chez les dames. Une satisfaction pour le président du club, Yatma Diaw. Notre objectif, c'était de créer et de mettre sur pied une équipe qui puisse rivaliser avec les grands du monde du basketball national. Donc cela prouve encore une fois le travail abattu par le staff technique, par les joueurs et l'encadrement administratif. Donc la gestion de ces finales, comme on l'a eu à le faire l'année dernière, donc on s'était bien organisé en mobilisant les supporters pour venir appuyer les joueurs pour que quand même qu'on termine avec brio le championnat. Pas de surprise, selon le directeur technique de l'ASC Ville de Dakar, Moustapha Gueye, pense qu'il faudra respecter tous les adversaires. Nous sommes en train de faire de très bons résultats, autant en garçons qu'en filles. Il ne faut jamais sous-estimer nos adversaires, que ce soit l'UGB, que ce soit le Duc, que ce soit la Jeanne d'Arc en garçon et en filles. Nous avons vraiment de super adversaires et de bons matchs à venir qu'il faudra négocier pour gagner des titres. L'investissement que nous avons fait dans la durée est en train de porter ses fruits. Maintenant, il faudra les matérialiser et surtout donner beaucoup de plaisir à nos supporters, à nos fans et aux dirigeants. L'objectif reste le même, retourner dans les compétitions africaines, nous dit Yatma Diaw. Au-delà du Sénégal, donc, nous voulons conquérir l'Afrique et on prendra toutes les dispositions nécessaires, que ce soit chez les filles, que ce soit chez les garçons, pour retourner en Afrique quand même, pour représenter dignement le Sénégal. Le club de la ville de Dakar va entamer ses différentes finales dès ce jeudi 26 juin. Chez les hommes, ASC Ville de Dakar aura la Jeanne d'Arc. Chez les dames, ASC Ville de Dakar, Jeanne d'Arc de Dakar. La manche retour de la finale des playoffs est prévue le 29 juin. Et pour les finales de la Coupe du Sénégal, ce sera dans la première quinzaine du mois de juillet. Le sport travaille pour terminer, Georges, avec la 6e édition du tournoi des institutions de microfinance organisé par l'APSDF, tournoi qui a été lancé le week-end dernier. Le champion en titre, l'équipe de l'institution MECAP, a battu par 4-0 l'équipe de FINA Afrique. Pourquoi une telle initiative pour des personnes qui travaillent dans la gestion et l'utilisation des finances? Sidi Ahmed Ndiaye, directeur exécutif de l'association, nous explique pourquoi. Ça a été vraiment bien préparé et tellement méthodique aussi. Nous avons avec l'expertise de Hassan, qui est un arbitre international, qui a une expertise très avérée en la matière. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, on vient de démarrer ce tournoi, la 6e édition du tournoi de football de la microfinance au Sénégal. 6 éditions, ça veut dire que vous avez déjà l'expérience et la main. Est-ce que les objectifs que vous visez depuis le début de cette initiative, vous réussissez à les atteindre? Effectivement, on a réussi à les atteindre, ce qui a même entraîné la motivation de l'organisation de cette 6e édition. Parce que si les objectifs n'étaient pas atteints, on n'allait pas arriver à cette stade. Et je vous dis que c'est une activité de la vie associative de l'association qui est très prisée. Parce que même ce sont nos membres, les institutions, à chaque fois, qui nous incitent à organiser ce tournoi de football, qui est d'abord un tournoi qui permet de prolonger les relations de travail sur le plan sportif, sur le plan sportif, mais aussi de pouvoir créer des relations de fraternité entre les agents des institutions de microfinance. Voilà, Georges Ambon-Serrer, vous serez le prochain invité pour la prochaine sortie dans l'arène nationale comme consultant. Bon lutteur que j'y étais. RFM 94.0, la radio en puissance. Le challenge est viral sur TikTok depuis plusieurs jours. Au Sénégal comme à l'international, à l'origine, un morceau vieux de 34 ans de la chanteuse Kinelam, désormais détourné à des fins politiques. Le challenge Wendelou, c'est la première fois qu'un défi en ligne atteint directement la plus haute autorité de l'État. Un coup de communication bien orchestré par l'opposition. Le dossier du jour porte la signature de Anna Rocha. 1991, le sida fait des ravages en Afrique. L'Afrique subsaharienne compte 60% de tous les cas mondiaux de contamination selon l'Organisation mondiale de la santé, repris par le journal Le Monde dans un article paru le 21 décembre 1991. Après Kinshasa, Dakar doit accueillir cette année-là une conférence internationale sur le sida. C'est dans ce contexte que sort le titre « Sida ».
de Kinelam. Le but de la chanson, c'était de faire dans la sensibilisation. Le sida faisait des ravages à cette époque-là. Je dis dans la chanson, pour préserver ta santé, abstiens-toi. C'est le ministère de la Santé qui m'avait contacté pour faire la chanson. Extrait de l'album Galas, le morceau est ressuscité depuis quelques semaines sur le réseau social TikTok, au point que certains y voient donc une résurrection artistique pour l'artiste Kinelam. Je suis très contente d'avoir une œuvre qui date de presque 35 ans et voir les jeunes en faire un challenge. Je ne peux que m'en réjouir. De la santé, on a basculé à la politique. C'est la première fois qu'un challenge touche la première autorité du pays. Un nouveau buzz devenu viral en moins de 48 heures. Adam Assaou, spécialiste des médias et des nouveaux médias. On a un point de bascule dans les challenges au Sénégal parce que maintenant, dans les armes des acteurs politiques, le challenge TikTok devient maintenant un outil et une arme pour déstabiliser, pour taper sur l'adversaire d'une façon innovante. C'est ça le point de bascule. Parce que la communication politique, elle a été portée en ligne sous différents formats jusque-là. On a eu même la communication politique portée par les influenceurs à la place des médias professionnels. Maintenant, on est à un autre niveau. C'est une première, effectivement. Une nouvelle brèche vient d'être percée par les acteurs politiques. PASTEF n'a plus le monopole des réseaux sociaux. L'opposition est inspirée et sa nouvelle stratégie de communication peut faire bien des émules. La presse du jour à 12h35, Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. Le Front social en ébullition. Nuages sombres sur la justice, signale Walfadri. 72 heures de grève brancherie, le quotidien LAS. 3 jours de grève non-stop, top chrono donc, aussi bien dans la justice que dans l'enseignement supérieur. Grève totale les 24, 25 et 26 juin 2025, mardi, mercredi et jeudi, jonction des fronts. Tribune en conclut que le pacte social s'en trouve déstabilisé. La justice, l'enseignement supérieur et même la santé, les collectivités locales sont dans le coup, tous en grève. Dans l'enseignement supérieur, constate enquête, le SAES affirme avoir pris cette décision face à, je cite, l'entêtement du Front national de retraite à ne pas appliquer le décret relatif aux veuves, veufs et orphelins des enseignants-chercheurs décédés. Dans la justice, le Sud-Just et l'unité JUI demandent l'application des accords. Pendant ce temps, à Kaolack, les paysans eux aussi contestation paysanne contre la campagne de distribution des semences. Sud Quotidien indique que la campagne de distribution des semences et autres intrants agricoles bat son plan dans la région. Mais l'opération est loin de faire l'unanimité. Elle se déroule sur fond de contestation. De nombreux paysans dénoncent des semences de mauvaise qualité renvoyées manu militari à l'expéditeur. Si les services techniques de l'État valident les lots, plusieurs organisations paysannes s'insurgent contre ce qu'elles appellent ou ce qu'elles qualifient de mascarade. Sur la situation économique et financière du pays, Bayonne met les pieds dans le plat. Le journal Les Échos a ouvert ses colonnes au nouveau secrétaire général de l'AFP qui pointe, je cite, un fonds social en ébullition, l'arrêt de l'essentiel des chantiers, l'emballement de la dette et de finir par dire que les nouveaux gouvernants méritent d'être aidés, ne sachant plus par où conduire la barque. Titre de Walfadri, Mbaye vitrifie le pouvoir en place. Le journal note que le secrétaire général de l'AFP et compagnie menaient des réflexions sur le passé et l'avenir du Sénégal. Pour l'avenir justement du Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko, qui, vous le savez, est en visite en Chine depuis quelque temps, engage Xi Jinping à venir investir au Sénégal. Nous vous attendons donc impatiemment au Sénégal. Vous y serez à l'aise, à lancer Ousmane Sonko au président chinois. Suffisant pour que Vox Populi s'enthousiasme dès sa première page et de dire donc que Sonko ouvre tous les boulevards aux investisseurs chinois vers la création d'une unité d'assemblage et de montage des bus de gaz au Sénégal. Projet d'usine de béton préfabriqué de la SICAP, une formation gratuite pour 200 Sénégalais en Chine.
Guy Marius Sagna qui n'abdique pas, il revient même à la charge, il ne recule pas sur les libéralités dénoncées à l'Assemblée nationale. Le journal Les Échos se fait écho justement de ses propos. Ce n'est pas parce que, dit-il, le Soukorokor est baptisé publiquement à pu que la réalité change. 100 000 francs CFA de Soukorokor ont été remises aux députés de mon groupe parlementaire, a-t-il soutenu. Cela fait 3 ans que ça dure depuis Yewwi Askan Wi et il dit se battre contre cela. Point actu note que c'est la guerre donc à Pastef, mais les groupes parlementaires Pastef et Takoualou préfèrent ignorer la clameur motus et bouche cousue. Silence radio. La présidence de la CEDEAO, gros rattache diplomatique, c'est Jules Madabio qui passe, président de la Sierra Leone. Il dame le pion à Diomaye Faye qui voulait avoir le poste. Le journal Le Soleil note par ailleurs que la CEDEAO a un défi, le défi de se réformer. 50 ans après sa création, l'organisation sous-régionale à la croisée des chemins. La CEDEAO sent tous ses États. Lors de la conférence des chefs d'État, le président sortant donc Bola Tinubu a appelé le Mali, le Burkina et le Niger à revenir dans le giron de l'organisation sous-régionale, pointe encore le confrère. Israël-Iran, la guerre fait rage entre les États-Unis dans le conflit. Les mollahs en danger, note la publication. Assistant à une guerre préventive ou civilisationnelle, Cheikh Mariani pense que l'arme nucléaire n'est qu'un prétexte. Fermeture du détroit d'Ormuz. Eh bien, la menace iranienne qui fait frémir les marchés Qatar, Égypte, Arabie Saoudite, Turquie, les réactions des pays de la région. Le journal a fait une compilation pour vous. Bonne écoute à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue à 12h39, nous parlons de l'Assemblée nationale et des ruptures annoncées à la lumière de la polémique autour des avantages dont bénéficient les députés, avantages qu'a dénoncé le député Guy Marius Sagna, qui est dit d'ailleurs avoir saisi le président de l'Assemblée nationale. Selon lui, certaines pratiques qu'il juge budgétivores sont contraires à l'esprit de rationalisation des dépenses publiques. Et pour en parler, nous avons au téléphone Cheikh Oumar Sy, ancien député à l'Assemblée nationale. Bonjour Cheikh Oumar Sy. Bonjour, comment vous allez? Alors, également avec nous, Malao Kanté, analyste politique. Bonjour Malao Kanté. Bonjour Barthélémy. Georges Déthié Diop, plutôt. Alors, nous démarrons par l'ancien député, cher Oumar Sy. En tant qu'ancien député, avez-vous personnellement d'abord bénéficié de ces avantages que Guy Marius Sagna dénonce aujourd'hui? Oui, Georges Déthié, c'est des avantages qu'on avait trouvés sur place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était des appuis. Je ne pense pas que je ne me rappelle pas qu'il y ait des avantages allant au-delà de 500 000 francs pour la qualité et la tabaski, tout confondu. Donc, je l'ai dit lors de la dernière émission, c'est des pratiques qui avaient été depuis la 14e législature, légitimement, mais c'était des appuis pour des cas vulnérables qu'on a pour les corrités et les tabaski. Maintenant, légitimement, si l'Assemblée nationale décide de les éliminer, c'est important. Mais je pense que, personnellement, Guy pouvait mettre plus l'accent sur les véhicules des députés et sur la transaction de cette opération. Oui, mais il a également évoqué les véhicules des députés. Oui, mais important de constater, c'est que s'il est avéré de ce que des informations qui circulent, que c'est quelqu'un comme Cheikh Seck, qui est un courtier qui a gagné le marché des véhicules de l'Assemblée nationale, ça pose un vrai problème. Quand on a des sociétés comme CFAO, Caetano, OMG, Pass et CCBM qui ont l'expertise de le faire, ça veut dire qu'il y a des surcoûts sur l'achat de ces véhicules-là. Ça, c'est beaucoup plus important même que ces histoires de sous. Et aujourd'hui, il y a une réforme de l'Assemblée nationale qu'il pouvait mettre sur la table également, c'est-à-dire la pléthore des vice-présidents. La pléthore des vice-présidents, vous avez 8 vice-présidents à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on s'attendait à l'Assemblée nationale réduise ce nombre-là à 4 et réduise le nombre de secrétaires élus et faire un cas énorme sur les dépenses de l'Assemblée nationale. Légitimement, il s'est focalisé sur ça, on peut lui accorder, mais je pense qu'il y a des questions plus importantes que j'avais même levées lors de quand j'ai terminé mon mandat, à une forme structurelle de l'Assemblée nationale par rapport au fonctionnement du bureau. Est-ce que ces privilèges étaient considérés comme normaux à l'époque ou déjà sujets à critique? Mais c'était des sujets à critique. D'autres députés l'avaient dénoncé. Il y avait Tcherno Bokoum, il y avait Hélène Tine.
d'autres députés de par le passé ont dénoncé ces pratiques-là parce qu'elles ne sont pas écrites dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je ne me souviens pas de prime de session parlementaire. Je n'ai jamais touché de session de fin de plénière. J'ai vu que dans une publication avec les réformes du président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, qu'on a parlé de prime de session parlementaire, et les 150 000 francs de crédit téléphonique, seuls les membres du bureau, il faut le préciser, seuls les membres du bureau qui sont une trentaine en bénéficiaient. Ce n'est pas tous les 165 députés qui en bénéficient. Il y a des avantages induits que seuls les membres du bureau touchent. Donc, ce n'est pas tous les députés qui sont au courant de ce qui se passe au niveau du fonctionnement du bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, c'est des questions aujourd'hui qui sont sur la table et qu'il faudra légitimement discuter. Je reviens à vous, cher Omar Sy. Malick Kanté, analyste politique. Sur la sortie politique, sur la portée politique plutôt de la polémique, la dénonciation des privilèges des députés par Guy Marius Sagna relève-t-elle d'un combat éthique, d'un positionnement politique ou des deux? Bon, merci Georges. Je pense qu'on peut parler effectivement, on peut parler des deux. Connaissant M. Sagna, je pense qu'il n'a pas changé. Il a toujours dénoncé, il a toujours critiqué. Alors cette fois-ci, effectivement, ce qu'il a dit aussi, je pense que, en partie, il a parfaitement raison. C'est vrai qu'on nous a toujours parlé de rupture. Ça aussi, c'était vraiment une promesse pratiquement de campagne. Mais on peut dire concrètement aujourd'hui que depuis le président Lamine Gueye, et surtout depuis l'affaire de Mamadou Dia, l'Assemblée nationale semble oublier son rôle. Pratiquement, c'est vrai que depuis, on est passé effectivement, entre-temps, comment ça s'appelle encore, du bicéphalisme au monocéphalisme. Donc, pour dire que, on est passé effectivement par un régime présidentiel hyper fort, où l'État s'arrange, en tout cas depuis, à tout faire pour contrôler l'Assemblée nationale. Et donc, on a vu que, malheureusement, les pratiques n'ont pas encore changé. C'est vrai, les députés, quand même, doivent être dans de bonnes conditions. Je suis parfaitement d'accord pour ça. Ils doivent être dans de bonnes conditions pour travailler, mais il ne faut pas, effectivement, qu'on exagère. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tomber vraiment dans le luxe et dans la gabegie. À mon avis, effectivement, ce que Guy, effectivement, a dénoncé, je pense que c'est quelque chose vraiment de raisonnable, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Bien vrai que certains d'entre eux, quand même, ont essayé d'apporter quelques explications par la suite. Si vous écoutez un député comme Cheikh Bara Ndiaye, justement, ce dont il a parlé, justement, on peut dire que effectivement, ça ne semble pas être... il n'y a pas de pratique exagérée, parce qu'il parle tout simplement de primes. Peut-on parler d'un malaise plus profond autour de la légitimité de la représentation parlementaire au regard de ce que les nouveaux parlementaires, leurs leaders avec eux, nous avaient vendu? Mais bien sûr, il y a un malaise. Effectivement, tout le monde ne parle pas le même langage. C'est vrai, même, certains même regrettent effectivement tout ceci, parce qu'ils auraient voulu que les députés, en tout cas, discutent de tout cela en interne. Mais c'est vrai aussi, ça peut se comprendre quand même, puisque l'Assemblée nationale sénégalaise a une certaine spécificité, on va dire. D'abord, elle est monocamérale, pratiquement depuis la suppression du Sénat en 2012. Et aussi, je suis désolé, mais il faut quand même le dire, elle est subordonnée au pouvoir exécutif. C'est vrai qu'on nous a toujours parlé de tripartition du pouvoir au Sénégal. Mais cette tripartition du pouvoir n'a jamais existé. En réalité, c'est l'exécutif qui contrôle l'Assemblée. C'est vrai que de temps en temps, on peut voir un ou deux députés, certainement, qui vont essayer effectivement de faire leur travail. Mais en réalité, la majorité, effectivement, est subordonnée effectivement au pouvoir exécutif. Mais moi, je pense que l'explication profonde vient surtout du nombre. Parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, il y a une certaine évolution croissante, effectivement, du nombre, effectivement, de députés. Et, malheureusement, on ne prend le gouvernement ou le parti au pouvoir ne prend pas tellement en compte les profils. Imaginez-vous déjà, depuis en 1960, on était à 80 députés. Et peut-être pour des raisons politiciennes, aujourd'hui, on est pratiquement à 165 députés.
Oui, bon, peut-être pour récompenser ceux qui ont eu à, investir ou soutenir le parti. Et donc, ce qui fait que, dans la foulée, naturellement, beaucoup d'entre eux ne connaissent même pas leur mission. Alors que l'Assemblée nationale a pour mission, a pour rôle de débattre, de proposer, d'amender, de voter des lois et de contrôler le gouvernement. On reviendra Malheureusement, Oui, on reviendra à vous tout à l'heure. Le temps de donner la parole à l'ancien député Cheikh Omar Sy. Cheikh Omar, sur les réformes annoncées par le président de l'Assemblée nationale, on voit déjà qu'une liste de mesures circule sur les réseaux sociaux partagée par ses proches, dont la suppression du secours au corps. Croyez-vous à la sincérité de la volonté de rupture exprimée par le nouveau président de l'Assemblée nationale? Oui, mais Georges, il l'a dit sur certaines mesures qui ont été prises. Les secours au corps et autres sont des minimes par rapport aux réformes. Oui, il y a une liste qui circule de 24 réformes. Je l'ai regardé, mais j'ai dit, et je tiens à le préciser, sur ces 24 réformes-là, l'Assemblée n'a pas bien communiqué sur certaines mesures. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 150 000 de crédits ne concernent pas les 165 députés. Les primes de l'Assemblée nationale de fin de session de parlementaires ne concernent pas je ne l'ai jamais reçu, ne concernent pas. Et il y a une réforme structurelle, je l'ai dit. Bien, on note aujourd'hui, par exemple, la digitalisation de l'Assemblée nationale, ce qui est une bonne chose. Je viens de voir que la finance rectificative va être mise à la disposition et les lois de finances initiales via le digital, via le numérique, c'est important. J'avais abordé cette question-là avec Martha Cissé en son temps. Si aujourd'hui ça se matérialise, c'est une excellente chose. Mais là où on attendait l'Assemblée nationale, ce sont dans des réformes structurelles, c'est-à-dire la réduction du nombre de vice-présidents qui est une pléthore parce que c'est une fonction représentative et ça coûte énormément à l'Assemblée nationale. Le secrétaire élu, il y en a 6, il pouvait en réduire 4 et faire une économie sur cette partie-là pour montrer aux Sénégalais effectivement qu'ils sont dans la rationalité financière de l'Assemblée nationale. Les commissions, par exemple, oui, ils ont augmenté les commissions à 35 députés, mais il fallait créer aussi des sous-commissions dédiées qui peuvent interpeller directement et spécialisées, qui peuvent interpeller directement les ministres, secteurs d'agence et autres, parce qu'aujourd'hui, ces derniers-là gèrent beaucoup d'argent. Vous voulez dire que l'Assemblée nationale doit évoluer donc sans tomber dans le populisme? Oui, mais il faut pas. C'est un travail technique qu'on demande à l'Assemblée nationale. Les 24 mesures, par exemple, vous ne pouvez pas donner au nom de l'Assemblée nationale www.assemblée.sn. Dans la Constitution sénégalaise, on reconnaît l'Assemblée nationale. Et elle a un site www.assemblée-nationale.sn. C'est parce qu'elle est une institution reconnue, donc on ne peut pas, avec la légèreté, donner des noms comme ça à l'Assemblée nationale. Même sur la charte graphique, mais il y a une charte du pays, une charte qui respecte les institutions. On ne peut pas comme ça se lever et les changer, parce que c'est des règles qui ont été instaurées et respectées dans le cadre de la République. Et je pense que même s'il y a des évolutions dans ce sens-là, il y a en réalité des mesures plus pointu dans les réformes qu'il devrait faire. Il ne parle même pas de la discipline parlementaire, il ne parle pas de certaines questions liées aux fonctions du député. Merci Cheikh Omar Sy, ancien député à l'Assemblée nationale. Malick Kanté, je termine avec vous très rapidement. À votre avis, la rupture promise par El Malick Ndiaye peut-elle passer par une réduction des avantages? Alors forcément, bien sûr. Moi je pense qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut d'abord effectivement réduire certains avantages. Comme je disais encore une fois, je pense que les députés ont quand même le droit d'être dans de bonnes conditions. Mais il faut effectivement rationaliser, bien sûr. Il faut éviter d'être dans le luxe, comme je viens de dire, et dans la gabegie d'une certaine façon. Et aussi voir si on peut même... M. Sy a parlé tout à l'heure effectivement de réforme. Moi, je pense qu'effectivement, il faut aller dans ce sens, essayer vraiment de diminuer d'abord le nombre de députés et ensuite changer également le mode de fonctionnement de l'Assemblée. Il y a effectivement, c'est vrai, d'un côté, beaucoup de vice-présidents, de présidents de commission, de secrétaires généraux.
Et tout ceci, effectivement, coûte énormément à l'Assemblée nationale. Et au final, voilà, comme je disais encore une fois, on prend des députés qui ignorent quelque part même le rôle. On dit que le rôle de l'Assemblée, effectivement, le rôle d'un député, c'est de débattre et de proposer. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des députés, non seulement, en général, ils sont absents déjà, mais deuxièmement, il n'y a presque aucune proposition. Enfin voilà, c'est des gens qui ne proposent pas et qui ne font que suivre en général la volonté ou ce que effectivement le gouvernement décide de faire. Merci Malik Kanté, analyste politique. C'est la fin de cette édition. C'était Point de vue. Merci à Abla Diop qui a assuré la partie technique. Merci à Elhat Ndiouroudien à la coordination, à Wambaï et Mama Astoukan, chef d'édition. Dans moins de 6 minutes, Elhat Ndiouroudien pour le journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. Bon après-midi à toutes et à tous. Publicité sur RFM.